9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, le président de PEDN est notre invité ce matin chez les GG. Continuez à réagir, très nombreux sur les réseaux sociaux, en tout cas à réagir. Sinon, GG au 437, le numéro de téléphone. Si vous êtes un abonné Orange, et puis avec plaisir, on va essayer de relayer les messages en live dans cette émission. Le président de PEDN qui s'installe dans ce studio avec nous. Oui, ce auditeur qui pose la question, Kerno Brel Barry. Lui, il nous écoute à l'extérieur. Bonjour, l'ami. Une question pour Kouyaté dans la mesure du possible. Un article paru sur Guinée News avait fait cas d'un nouvel ralliement du PEDN de Kouyaté au RPG. Mais le président Kouyaté avait tout de suite démenti cette probable alliance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'accordent à dire que, quoi qu'il arrive, Kouyaté ira avec Alpha Condé au deuxième tour. Mais voilà, je pense déjà qu'il a répondu à cette question, voilà, parce que je l'ai posée là. Il n'y a aucun souci là-dessus. On va y aller avec qui exactement? Aboubakar Sidiki Kamara. Bonjour les GG, je vous félicite pour votre travail, merci beaucoup, vous êtes les meilleurs, c'est vous les meilleurs. On va rester avec toujours ces auditeurs sur notre plateforme maintenant, GG au 437. Mais sinon, vous partez sur le site de la radio, ça peut marcher là-bas aussi, le www.espacefmguinée.info, le temps que ça s'ouvre. Voilà, on va y aller avec quelques questions que les auditeurs posent en live. Peut-être revenir un peu plus tard là-dessus parce que ça bug un petit peu à Bakadelo. On va continuer secteur par secteur, mon cher ami avocat. Ouais, je voudrais amener M. Lansana Kouyaté à se prononcer sur ses rapports avec notamment le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Récemment, à l'occasion de votre retour en Guinée, on apprenait que vous avez discuté de la possibilité pour votre parti ou son parti de désigner le deuxième commissaire à la CENI. Au finish, vous ne vous auriez pas entendu. Et on a appris dans la foulée que la section motard de l'UFDG qui était censée venir à l'aéroport vous accueillir, et vous avez finalement décommandé, vous avez dit que ce n'était pas la peine. Et on apprend ce matin que vous auriez fait une visite hier à Ila Selou d'Alain Diallo. Quels sont vos rapports? Quelle est la nature de vos rapports? Ce sont des rapports apaisés, des rapports de confiance, des rapports de respect mutuel. Le premier point qui dit que on a discuté de la répartition des commissaires, c'est pas vrai. On n'a jamais discuté de ça. Ils ont mené les discussions ici. Moi, je n'étais pas présent personnellement. Je n'ai pas eu de contact même téléphonique en ce moment. Donc ça, c'est totalement faux. C'est à mettre de côté. Le deuxième point pour la section motard, oui, il en avait fait l'offre, mais que j'avais d'ailleurs accepté. Mais quand j'ai demandé à mon bureau exécutif de me dire un peu les mécanismes qui ont été mis en place pour l'accueil, ils m'ont parlé de 500 motos, n'est-ce pas, de la part du PDN. Et du coup, j'ai dit, je connais ces situations où deux groupes venant pour le même objectif, ils vont essayer, n'est-ce pas, de se créer des problèmes mutuels. Donc, je ne voulais pas de confusion. Je n'ai même pas eu le président Selou lui-même. C'est Aliou Condé que j'ai fait appeler. J'ai dit, bon, puisque vous dites qu'on a 500 motos données par la CAS et ne voulant pas créer de problème, j'ai dit, il faut dire au président Selou que ce n'est pas la peine parce que le PDN a déjà prévu une section moto. Parce que le mixage en pareille circonstance crée toujours des tensions inutiles. Ouais. Vous avez dit que j'ai rendu visite au président Selou, oui. J'ai décidé depuis de rendre visite aux leaders qui ont pris la peine de venir à ma convention, qui ont été invités. Je me suis arrêté chez LH Selou, ça n'a pas pris 10 minutes. Je suis allé hier chez Charles Pascal Tonno. Si la presse a photographié, enfin, si les gens ont photographié d'un côté et n'ont pas fait de l'autre, ce n'est pas de ma faute. Je voulais aller chez Syria. Je ne savais pas qu'il avait voyagé. C'est quand je m'apprêtais à y aller que là, c'est lui-même m'a appris, Syria a quitté et il doit être maintenant parti à Abidjan. Donc, je voulais faire les trois.
et ensuite continuer avec Mohamed Touré, continuer avec Boubacar Silla, etc. etc. Mais vous voyez, on grossit tellement les choses en Guinée. Vous faites bien de poser la question parce que ça me permet au moins d'éclairer la religion de tous ceux qui trouvent partout anguille sous roche. Donc il y a possibilité, pourquoi pas, d'alliance entre vous et celui d'Alain Diallo, parce que je vais me refaire un petit peu au discours du président de l'UFDG à votre convention. Il a dit, si vous passez au deuxième tour, il allait demander aux militants de l'UFDG de voter pour vous. Avec si on peut mettre Paris dans une bouteille, comme on le dit couramment. Avec si on peut se permettre tout. Mais je crois que le moment où les alliances se dessinent, c'est après le premier tour. Contrairement à ceux qui ont répandu un coup KO, il n'y a pas de un coup KO. Bien. La boxe ira jusqu'à la fin. Bien. Le ring sera là. Bien. Et si il doit y avoir une quelconque alliance avec qui que ce soit, ça sera après le premier tour. On aspire à la même chose. De toute façon, ça serait tout sauf RPG. Vous l'avez dit à début de l'émission. J'ai dit, ne faites pas de confusion. J'ai dit, je ne voterai pas. Vous, personnellement? Moi, personnellement, je ne voterai parti, pas. Le parti, il y aura des consultations. Oui. Alors, il y aura des consultations, il y aura des débats. Alors, parlons de... J'ai dit, moi. Oui. Je n'ai pas engagé le parti encore. Vos rapports avec l'UFDG, ce sont des rapports qui ont connu récemment un coup de froid, notamment à l'occasion de l'affaire Ousmane Gawal, où vous avez pris vos distances. Est-ce que vous assumez aujourd'hui cette décision? Écoutez, est-ce que vous m'avez entendu parler de Ousmane Gawal? Oui, mais votre représentant, quand même... Le représentant a parlé. Oui. Ce qu'il a dit, c'était suite à une réunion de l'opposition. Oui. Les questions posées. Ousmane Gawal a-t-il agi comme ça a été décrit par l'opinion? C'est-à-dire blessure sur quelqu'un, un citoyen. L'UFDG a répondu, il semblerait. Deuxième phase, la procédure d'arrestation, est-ce qu'elle suit la règle? Je ne crois pas. Ce n'est pas un cas de flagrant délit. Le flagrant délit se définit autrement. Bien. Donc, nous désapprouvons qu'il ait agi avec violence sur quelqu'un. Même si ce n'était pas à ce niveau de responsabilité au niveau de l'Assemblée, mais il faut ne pas encourager les violences. Et nous l'avons dit clairement. Mais quant à la procédure d'arrestation, sans que son immunité parlementaire ne soit levée, c'est encore une entorse, n'est-ce pas, au principe qui dicte, n'est-ce pas, qui s'impose à une démocratie. Voilà. Alors, quelques questions en direct dans cette émission du côté de la présidence. On pose cette question, pourquoi Tonton Lansana, en dépit des impréparation, selon lui, les élections participent aux mêmes élections, est-ce pour décrédibiliser Alpha Condé? Je participe aux élections pour le remplacer. D'accord. Alors, monsieur le ministre, il y a quand même des révélations qui ont été faites. Le peuple a été gratifié du contenu du deal politique signé entre le candidat du RPG à l'époque, Alpha Condé, et le leader du groupe. Je vais parler de Papa Koli Kourma. Deal politique, il y en a eu aussi entre vous et le même candidat du RPG à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de ce deal politique? Je crois que ça a été déjà publié. Ça date de longtemps, mais si vous ne l'avez pas, je vais vous envoyer une copie, c'est mieux. C'est un accord qui a été signé, qui fixe d'abord les objectifs communs qu'on veut atteindre pour ce pays. Donc c'est d'abord une conception de la gestion d'État pour amener le pays où nous, eux, c'est-à-dire les deux parties, quelque part qu'il y ait rencontre de nos positions sur les différents secteurs. Cela a été dit. Mais en la matière, pour être sûr que ton programme sera respecté, il faut être de la gestion de cet État-là. Ainsi, il a été fixé un pourcentage au sein du gouvernement qui reviendrait au PDN. Lequel pourcent? Dites-nous en plus. Je ne me rappelle plus. Vous devriez avoir combien de ministres? Je crois que si on prend... C'était difficile de dire combien de ministres on va avoir. Il n'était pas encore élu et il n'avait pas formé... Le gouvernement
Si à l'époque on disait on va avoir tel ministre, et s'il limitait son gouvernement à ce nombre-là, c'était un pourcentage. Mais on a du mal à comprendre. C'était un pourcentage, un pourcentage qui a été exprimé. Si j'ai bonne mémoire, je dis bien si j'ai bonne mémoire parce que tout ça là, moi je... Justement, on va essayer de parler d'avenir, c'est important. Parce que c'est vous qui posez la question sur... C'est très important. Mais on va venir sur cette déclaration, la déclaration de Paris. S'il vous plaît, c'est pas moi qui pose les questions. Oui, je suis d'accord. Alors, posez les questions sur l'avenir. Comme l'a dit tantôt Lamine, on va parler de cette déclaration qui a, à un moment donné, fait les choux gras de la presse guinéenne. C'est cette déclaration de Paris, signée des 3 anciens premiers ministres que vous êtes, ajoutez à vous M. Cellou Dalein Diallo et M. Sidi Touré. Question simple, dans cette déclaration, vous avez appelé à la formation d'un gouvernement de large ouverture. Est-ce que ce n'est pas finalement une forme de subversion? C'est un bien grand mot que de parler de subversion. Nous avons constaté... Mais il y a quand même un gouvernement légitime qui existe. Pardon. L'accord, enfin, la déclaration de Paris était fondée sur quoi? Sur le constat de tout ce qu'il y a eu dans ce pays depuis 2010 comme violation de la Constitution. Comme violation de la Constitution. A commencer d'abord par les maires qui ont été nommés. Ouais. C'était des nominations abusives, vous savez. Parce que, à ce que je sache, la réglementation à la matière veut que quand le tiers d'un conseil communal est en faute, le président, par son pouvoir discrétionnaire, peut remplacer ce conseil en nommant des gens et pour un mandat qui ne saurait dépasser 6 mois. Ce sont les fameuses délégations spéciales. Mais leur constat d'abord, n'est-ce pas, leur faute doit être constatée par la justice. Aucune juridiction n'a été saisie. Oui, mais vous avez parlé d'illégitimité du chef de l'État. Est-ce que cela, le fait qu'il ait violé justement les dispositions que vous venez de, notamment du code... Ce n'est pas que ça. Oui, mais est-ce que cela explique pour autant qu'il soit illégitime? Parce que c'est quand même un président qui a été élu. Ah oui, écoutez, c'est un président qui a été élu, je le sais autant que vous. Mais dans les autres pays, le président est le garant du respect de la Constitution. Dans les autres pays, il ne doit pas y avoir des actes qui rentrent en conflit contre ce qui est le plus légitime, c'est-à-dire la Constitution. Bien. Que cette Constitution ait été élaborée par le Conseil national de transition, nous étions tous à l'époque dans les forces vives, c'est nous qui l'avons dit. D'abord, le premier travail qu'il aurait dû faire, parce qu'on l'avait dit, c'est une Constitution, mais une Constitution qui doit être soumise au vote du peuple. Ouais. Mais étant donné que le temps presse, et vous savez très bien à l'époque pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas se presser. On se presse trop, on veut voir les militaires dehors, mais je dis à trop se presser, tout ce qu'on fait aujourd'hui comme erreur va nous rattraper demain. Donc c'est dire que je militais, moi, pour une sorte de balise à mettre pour que même la Constitution soit votée par le peuple, par référendum. Mais le CNT l'a adopté ainsi et on a dit donc, il devient impératif pour quiconque qui serait président quand il vient de commencer d'abord par ce travail. Voilà, on va pour donner la légitimité, n'est-ce pas, à la Constitution. Voilà, ça n'a pas été fait. Et tout ce qui a été, reprenez la déclaration, vous verrez, tout ce qui a été mentionné comme violation de la Constitution. Ailleurs, la haute cour de juridiction aurait été saisie. Bien. Mais on n'en avait pas. Même maintenant, les institutions ne sont pas complétées encore. Où est la Cour des comptes? Monsieur le Président, voilà, on va essayer de parler d'avenir maintenant. Les élections présidentielles, le PEDN, c'est important. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un petit parti politique, il faut le rappeler. Alors, votre ambition, je parle du parti, l'ambition du PEDN pour la Guinée de demain, c'est quoi exactement? Si demain, Lansana Kouyaté, président de la République de Guinée. Le premier acte que moi je vais essayer d'initier, que je vais initier, si je suis président de la République, c'est de faire voter par l'Assemblée une loi pour le respect des lois. Lui donner un caractère sacré. Tout pays qui marche en foulant aux pieds les lois, et ici, les lois ne sont respectées ni par les gouvernants ni par les gouvernés,
C'est la raison pour laquelle on vit comme dans une jungle. Ça, ce sera un acte majeur. Il ne faut pas voir simplement, parce que les gens doivent comprendre que toute loi a son importance. Et quand je fus nommé Premier ministre, j'ai fait le tour des partis, de certains partis politiques, même le PUP qui était au pouvoir, je leur ai dit, ne votez pas les lois en fonction de vos besoins actuels. Pensez au peuple, votez les lois justes. Parce qu'aujourd'hui, si vous devenez en clair, si demain subjectif, vous êtes président de la République, on peut s'attendre à une démocratie participative en Guinée. Oui, okay. Ça a une vraie décentralisation aussi. Ça, c'est pas tout ce qu'on vit là, c'est pas la décentralisation. Demandez justement à l'Assemblée, c'est vrai qu'on est dans l'avenir, mais je suppose que à supposer que vous soyez élu en 2015, c'est cette Assemblée qui sera là également. Mais que pensez-vous déjà du fonctionnement de cette Assemblée au sein de laquelle vous avez refusé de siéger, notamment dans le cas de la situation d'Ousmane Gawal? Que devrait-elle faire? Écoutez, la question de cette Assemblée dépasse de loin le cas de Ousmane Gawal. Vous dites que je ne siège pas, mais je dirais même que les autres ici ne siègent pas. Le temps m'a donné raison, c'est pas pour ça que je suis flatté. Mais même si après, il y a une représentante quand même du PEDN, Dialikatou, quels sont vos rapports aujourd'hui? Elle a été exclue du parti. Ah d'accord, et quels sont vos rapports aujourd'hui? Parce que justement, il n'y a pas de rapport. D'accord. Elle est une citoyenne, je respecte sa décision, mais dès lors qu'elle a décidé d'aller, c'est le parti qui a fait l'excommunication. C'est clair, parce que cela est un manquement aux directives données par le parti. Et aujourd'hui, pour quelque chose? Pourquoi? Dans son exclusion, en tant que leader du parti? Demandez au PDN comment se passent les débats. Bien. Le président je ne fais que constater et conclure. Un constat. Bien, allez-y. Alors, nous allons partir, parce qu'on parle d'élection là, on va parler des 800 millions de caution. Il y a eu beaucoup de remous là-dessus. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Mais sur le plafonnement des dépenses de campagne, autour de 20 milliards de nos francs guinéens, ce serait intéressant de savoir, d'après vous, est-ce que finalement c'est une mesure qui pourra être suivie dans les faits? Dispose-t-on de mécanismes de contrôle de ces dépenses-là? On aimerait avoir votre avis. D'abord, c'est la Cour des comptes, si elle existait, qui allait le faire. Rappelez-vous ce qui est arrivé en France après la campagne présidentielle qui a élu le président actuel. Oui, mais la loi prévoit que la Cour suprême le fasse lorsque la Cour des comptes... Ce n'est pas normal. Tout ça là, c'est du bricolage. La vérité est que la Cour des comptes devrait exister. C'est un élément important dans une procédure électorale. Bien. Ça, c'est un. Les 800 millions. L'exécutif l'a décidé ainsi. Mais si c'est pour diminuer le nombre, et j'ai vu beaucoup qui disent, mais en définitive, ça a été une bonne chose. Non. Parce qu'on peut diminuer le nombre sans toucher cela. Il y a une charte des partis qui fixe les conditions de création d'un parti. Oui, en effet. Cette myriade de partis, combien respectent ces conditions? Au lieu d'aller aussi loin, et où on va trouver les explications un peu élaborées sur la caution à donner. Pourquoi ne pas appliquer? C'est ce que je dis toujours. Ce pays, on prend des décisions qu'on n'applique pas. Des partis sont là, qui n'ont pas de compte bancaire. Des partis sont là, qui n'ont pas de siège. Des partis sont là. Enfin, je peux continuer à citer. Oui. Cela, d'abord, réduirait considérablement le nombre de partis, vous savez. Pourquoi on laisse tout ça comme ça? On nous laisse dans ce magma et après maintenant on fixe à 800 millions. Lansana Kouyaté, président, votre vision dans le secteur de la défense, de la réforme bien entendu des forces armées guinéennes. Il y a un travail qui a été entrepris par le gouvernement en place, mais force est de constater que tout n'est pas satisfaisant puisque nous avons encore le cri le bruit de botte de 4000 militaires qui auraient été mis à la retraite. Vous, en tant que président, que feriez-vous dans la réforme de ce secteur? La réforme de la défense est absolument nécessaire. Parce que les militaires constituent le bras armé d'un État, d'un peuple. Cette armée a joué un rôle capital, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. Partout où on a eu besoin de la Guinée
sur la scène internationale pour faire le maintien de la paix. Moi, j'ai rencontré les militaires guinéens un peu partout, au Rwanda notamment, où leur présence était hautement appréciée. Et je peux citer le Libéria, la Sierra Leone, et reconnaissons que même quand ces pays ont été effrités, les rebelles n'ont pas pu pénétrer. Ou s'ils l'ont fait, rapidement, la situation est redevenue normale. Je pense au bec du perroquet à Guékédo. C'est une armée qu'il faut respecter, mais c'est une armée qu'il faut reformer. Je vous dis, le ratio normal, c'est-à-dire le rapport entre officiers et soldats, dans le monde entier, ça doit être, n'est-ce pas, 3 officiers sur 7 soldats. En Guinée, c'est quasiment 7 officiers sur... C'est l'inverse. La stratégie, c'est ce qu'on Ici, les grades, on avait, à un moment donné, il n'y avait même pas de grade, il n'y avait même pas de recrues. Dès que tu es recruté, on te donnait le grade de caporal, vous le savez. Vous savez que c'est une armée qui... Il y a eu des officiers supérieurs qui ont été frappés ici. Mais on veut des propositions, monsieur le président. Mais pour faire des propositions... Voilà, on sait déjà que c'est une armée qui est malade. Alors vous, demain, si vous êtes qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Tout ce que je dis là, il faut corriger. Pourquoi on parle de l'armée mexicaine en citant les mauvaises armées? C'est à cause du rapport entre les officiers et, n'est-ce pas, les soldats. Ça, c'est quelque chose d'excessivement important pour, n'est-ce pas, un État et pour une armée. Mais c'était tellement flagrant au Mexique que dès qu'on parlait de mauvaise armée, on sait c'est une armée mexicaine. Vous le savez très bien. C'est devenu une formule. Alors, c'est devenu une formule. Donc, il faut voir ce rapport-là. Et une injustice frappait ceux qui étaient recrutés par la voie normale. J'ai trouvé dans cette armée, à un moment donné, des gens qui avaient fait 15 ans, 20 ans au même grade. D'autres sont recrutés, les dépassent en grade, eux ils sont toujours à la même place. Donc, après tout, quand il y a eu des émeutes ici, je suis allé au camp Alpha Yaya, vous vous rappelez très bien. Je me suis adressé à la troupe. J'ai dit, je suis venu pour constater qu'est-ce qu'il y a. Bulletin rouge, d'accord, je veux comprendre. Ce n'était pas que ça. Ils ont parlé, n'est-ce pas, de ce que je viens de vous dire. Celui qui a parlé ce jour-là, c'est un certain De Gaulle, c'était son sobriquet. Et il a commencé par dire ceci. Monsieur le Premier ministre, on vous remercie d'être venu. Je n'ai pas demandé à mes collègues de me désigner. Mais vous avez demandé qui veut parler et je prends la parole avec le risque suivant. Ou on me tue, ou je serai remercié de l'armée. Je l'ai mis à l'aise, je dis, il n'y aura ni l'un ni l'autre. Parlez. Il a dit, l'armée qui est devant vous, c'est votre armée. C'est l'armée de l'État. La tenue que je porte, je la porte depuis 3 ans. Même les renouvellements des tenues. Au Mali, pays voisin, les tenues sont renouvelées, n'est-ce pas, 2 fois l'an. Chez nous, c'est 3 ans après. Est-ce que ça c'est la solution à se dire, mettre l'armée... Parce que quand vous parlez de ça, c'est comme si vous parlez de matériel. Non, écoutez. Vous savez, ce qui nous arrive très souvent, et on constate qu'un corps ne fonctionne pas, on ne pose pas la question pourquoi ça ne fonctionne pas. Les solutions viennent d'abord de ces questions. Je peux vous citer d'autres corps que j'ai réunis ici. Quand j'étais Premier ministre, j'ai demandé, ne me dites pas que vous n'êtes pas corrompu. Ça, vous l'êtes. N'en discutons même pas. Mais dites-moi pourquoi. Ils m'ont édifié. Et j'ai compris que pour le corps de la justice, la police dépend de la justice. C'est l'auxiliaire de la justice. C'est ce jour que j'ai compris qu'au même niveau, enfin, de grade, disons, les policiers étaient mieux payés que les juges. Un juge m'a dit, Monsieur le Premier ministre, pour aller au palais de justice, je n'ai pas de véhicule, de moyens de locomotion. Celui que je vais juger, ce sont ses parents qui me transportent. Un autre a dit, moi je suis haut gradé, j'ai un garde-corps. Je n'ai pas de véhicule. Le premier jour où je suis sorti pour aller attendre un taxi ou un Magna, les gens m'ont vu flanquer de mon garde-corps, ils disent que je suis en état d'arrestation. Écoutez,
l'armée, la refonte de l'armée nécessite beaucoup de discernement, reconnaître ce que l'État n'a pas fait et reconnaître les erreurs induites au sein de cette... Écoutez, je ne sais pas les conditions dans lesquelles les 4000 militaires sont allés à la retraite. Mais je vous assure que si j'étais président de la République, je n'allais pas envoyer 4000 en même temps. J'allais le faire de façon graduée jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ce qu'on veut soit atteint. Et chaque fois que vous faites un tel mouvement, il faut être sûr de répondre aux besoins, aux exigences de la mise à la retraite. Voilà, on va essayer d'aborder maintenant d'autres secteurs. La justice, voilà, madame. Je voudrais juste qu'on parle de la justice en passant par l'insécurité, bien entendu, avec ces cas d'assassinat. Est-ce que vous pensez que pendant ces 5 ans, la justice guinéenne s'est un peu relookée, elle a un peu changé, elle a un peu évolué? Je voudrais d'abord vous exprimer ma solidarité. J'ai entendu qu'un de vos collègues a disparu. Ouais. L'a-t-on retrouvé? Non, pas pour l'instant. Voilà. Vous avez déjà une partie de la réponse. On a le sentiment de faire un pilotage à vue dans le domaine de la justice. C'est un cas. Combien de cas comme ça arrivent sans qu'on le sache? Vous, on l'a su parce que vous êtes espace, vous êtes grande gueule. Tout le monde le sait. Mais combien de cas se passent comme ça? Il faut qu'on donne à la justice son autonomie par rapport à l'exécutif. La séparation géographique qui avait commencé parce que quand moi je suis arrivé, le parquet et le ministère de la Justice étaient sous le même toit. C'est moi qui ai décidé et j'ai misé sur l'ancienne ambassade des États-Unis. J'ai demandé que le ministère déménage là-bas. On ne peut pas parler de l'indépendance de la justice en abritant le ministère de la Justice et le parquet sous le même toit. En dehors de tout cela, vous-même, vous savez l'impunité qu'il y a. Les gens commettent des crimes. On en parle, après on passe par autre chose. Je vous parlais tout de suite de souffle. La façon dont j'entendais parler de votre collaborateur qui a été disparu, ce n'est plus... On est passé à autre chose. Le souffle n'y est pas, même votre souffle n'y est pas. Si. Bon, je n'entends plus. Mais il y a quand même eu, Monsieur Kouyaté, il y a quand même eu des actes qui sont assez notables. La création du Conseil supérieur de la magistrature, la défonctionnalisation des magistrats, ce sont quand même des faits qui attendent d'être effectives, voilà. Non, mais la défonctionnalisation des magistrats est effective, Tamba. Allez-y. Elle n'est pas effective. Non. Elle n'est pas effective, non. Je vous en prie. On a des informations qui ne se recoupent pas. Elle n'est pas effective. Écoutez, je ne crois, comme le disait saint Thomas d'Aquin, qu'en ce que je vois, ce qui est pratiqué, pas ce qui est dit. On reste dans ce flou et après tout le monde oublie. C'est tout. Et vous voulez, vaille que vaille, m'amener à reconnaître... Non, pas du tout. Je cite des faits notables. Non, c'est pas notable parce que c'est pas fait. Bien. C'est pas appliqué. On va essayer de partir avec un regard aujourd'hui, monsieur Lansana Kouyaté, sur le secteur des mines. Beaucoup de réformes, des textes ont été toilettés, des ambitions ont été affichées par ce régime. Mais après quoi, on se rend compte que ça a entraîné quelques scandales, des procès, en tout cas qui traînent au pied du gouvernement comme des boulets. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que c'est un constat d'échec que vous dressez dans le secteur des mines? Totalement. Parce qu'on agit par amateurisme. Rappelez-vous, je crois que c'était les 700 millions donnés par Rio Tinto. À l'époque, on a chanté sur tous les toits, le bonheur de la Guinée est arrivé. Tout comme on a dansé Mamaya PPTE ici. Tout comme on a tous ces bruits-là. Dans le secteur minier, quand on a parlé des 700 millions, le gouvernement a présenté ça comme la chose la plus exceptionnelle qui a été réalisée. Vous n'avez pas entendu le président de la République dire après qu'on l'a trompé? Vous l'avez entendu. Oui. Les accords signés, j'ai lu minutieusement les accords signés avec Rio Tinto. Je vous jure, c'est à notre détriment. D'abord, Rio Tinto, ce que beaucoup ne savent pas, moi je connais, j'ai été jusqu'en Australie. J'ai vu les sites quand je n'étais pas premier, quand j'avais quitté d'ailleurs mes fonctions. J'ai vu comment Rio Tinto fonctionne. Mais ils ont
une qualité inférieure de bauxite. Ils en ont plein. L'Australie en a. Mais la meilleure bauxite, le fer, le meilleur fer, c'est celui du Mont Simandou, c'est reconnu. Quel intérêt ils ont à mettre ce fer-là sur le marché quand ils ont une mauvaise qualité qu'ils distribuent? Ils vont se faire la compétition à eux-mêmes parce qu'il y aura mévente de cette qualité-là qui est acceptée aujourd'hui. Parce que tout le monde va demander le fer de Simandou. Donc ça, c'est une opération de rétention qu'ils sont en train de faire, de gel pratiquement. Or, tous les textes qui ont été signés. Donc celui qui est présenté comme un méga projet, parlant de ce projet Simandou, c'est un miroir aux alouettes finalement? Je ne le dis pas, mais c'est un projet qui a commencé il y a longtemps. Hein. C'est le Trans-Guinéen ou aller par l'AMCO au Libéria. Ce sont des sujets qui ont fait l'objet de beaucoup de débats. Quand moi je suis venu, je suis allé effectivement sur le mont Simandou, notamment sur le pic de fond. J'ai constaté que les investissements étaient là. À l'époque, le problème qui s'opposait, c'était la rétrocession de 50% à l'État, conformément au code minier d'alors. Et ils ont voulu, parce que le mont Simandou a une spécificité. Le fer est en haut et la partie alluvionnaire, n'est-ce pas, c'est du diamant. Quand, avec mon gouvernement, la question s'est posée de la rétrocession de 50%, Rio Tinto a dit qu'ils vont faire une coupe horizontale pour que eux ils aient, parce qu'ils ne sont pas dans le diamant, ça ne les intéresse pas, pour qu'ils aient la partie élevée, là où il y a du fer, et la partie alluvionnaire revienne à l'état. J'ai dit non. La coupe est toujours verticale. Vous avez les deux, on a les deux. Ce débat avait pris court. Mais les investissements qui se faisaient, j'ai observé que ce n'est pas ces investissements qui pouvaient faire sortir les premières tonnes de fer, n'est-ce pas, très rapidement. Encore que c'était contingent au chemin de fer qui devait aller depuis la forêt jusqu'au port de Matakan. Ce sont des sujets que je connais parce que quand tu es passé aux affaires, ce sont des sujets que tu traites. Alors, maintenant, quelle doit être la bonne politique minière, de façon générale? Allons apprendre au Botswana. C'est le pays qui est cité en exemple pour la vision qu'ils ont pour les mines et sur la réussite aussi. C'est aussi simple. Un office est créé qui est propriétaire de tout ce qu'il y a comme réserve minière. Mais faut-il que... Vous savez que les réserves guinéennes sont mal évaluées à ce jour. Ce sont des évaluations qui datent de longtemps. Qui a été l'initiateur de la... Écoutez, parce que c'est un peu... Non, il a raison. Oui, il parle de raison. Ça nous fait penser à la Sugipami. Non, vous avez raison. C'est la Sugipami. Et celui qui le dirige était mon ministre des Mines. C'est moi qui suis venu au Conseil des ministres. J'ai dit, on court après les bailleurs de fonds. La Guinée est assise sur l'argent. Je suis un peu brédu quand même de cet entretien parce que j'attendais plus en ce qui concerne le PEDN, monsieur le Président. C'est important. C'est vous qui posez les questions. Ben oui, c'est ça justement. C'est vous qui posez les questions. Allez-y. Je suis après la mine. Alors on va. Non. Puisque vous parlez de questions. Reconnaissez que je réponds aux questions que vous me posez. Je suis d'accord avec vous. Alors ne vous plaignez pas. Puisque vous parlez de questions, on va continuer à vous les poser. On va parler maintenant de la diplomatie. Certains estiment qu'il y a deux centres directionnels de la diplomatie guinéenne. Il y a le ministère il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de la coopération. Certains parlent de profusion institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la cohabitation de ces deux ministères ne doit pas cesser, à votre avis? Écoutez, d'abord, je reviens encore au passé. Dans mon gouvernement, vous n'avez pas entendu parler du ministère de la coopération. C'est ma profonde conviction qu'en la matière, les pays africains, je ne parle pas que de la Guinée, sont un peu suivistes. Ouais. Les pays qui donnent ont des milliards à leur compte. C'est confié à un ministère qui s'appelle le ministère de la coopération. Eux, ils ont droit, ils ont raison d'avoir un ministère. Parce que c'est des montants importants à gérer. Mais que de là, nous, on crée ce ministère
À quoi ça sert? L'argent qui vient là, ça va au trésor, ça va aux finances. On n'a pas besoin de faire de doublons. Mais c'est cosmétique. Les pays africains aiment suivre ce que les pays du septentrion font. Et c'est pas normal. C'est une farce selon vous? Mais c'est de l'inutilité. Et pourtant, le bilan du ministère de la coopération en Guinée, on ne peut pas dire quand même que... c'est pas un bilan... Les diplomaties sont devenues des diplomaties économiques. Les ambassades sont créées, le ministère des Affaires étrangères, on peut ajouter maintenant tout ce que l'on veut, il peut avoir une division coopération. Et sous le même toit, le ministre des Affaires étrangères se bat pour faire venir l'argent, pour faire venir. Et quand ça vient, ça ne va pas chez lui, ça va aux finances. Bien. Alors, Monsieur Lansana Kouyaté, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, vous l'entendez en enfin, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. On va continuer. Vous êtes très nombreux à poser des questions ce matin sur Twitter. Malheureusement, pas relayer tout ça. On y va là-dessus, oui ou non, Tamba? Alors, Monsieur le Président, la Guinée a connu une crise qui s'appelle Ebola. Ça a été une crise mal gérée, d'après vous, oui ou non? Oui, à 100%. Voilà. Allez-y, Moussa Moïsi là. Oui ou non, vous allez à ces élections en sachant d'avance que vous les avez perdues? Non. Il y a la part de l'inconnu. Bien. Il y a la part de l'évolution. Et aussi, c'est une occasion pour nous de nous exprimer devant le peuple pour dénoncer ce qui se passe dans ce pays. Bien. Allez-y. Oui ou non, Monsieur Kouyaté, pendant ces 5 dernières années, il y a eu quand même quelques actes positifs qui ont été posés par le président Alpha Condé. Je suis opposant. Je reste dans mon rôle d'opposant. Bien. Allez. On vous sait intransigeant, inflexible sur vos convictions. Oui ou non, en parlant de foi, vous n'avez pas l'impression que vous avez un ton qui tranche avec votre statut de diplomate? La diplomatie ne veut pas dire être béni oui oui. Béni oui oui. Ouais. Allez-y. Sur l'accord du 20 août, peut-on dire que l'opposition guinéenne s'est fait berner, oui ou non? Oui. Alors, pour ces élections de 2015 et les présidentielles à venir, le PEDN et son président seront moins dépensiers que d'habitude. Je crois que cela est lié d'abord à l'appauvrissement du pays. Ça ne marche pas. Donc on ne peut même plus dépenser comme on dépensait là. D'accord. Oui ou non, vous avez constaté que le RPG a glané beaucoup de vos militants du côté de la Haute-Guinée? C'est tant pis pour ces militants et tant pis pour le RPG. La seule chose que je reconnaissais de très positif au RPG, quand le RPG était dans l'opposition, c'était un parti de militants. Maintenant qu'il est au pouvoir, c'est un parti de transhumants. Oui ou non, avec votre longue absence du pays, vous risquez de ne pas récolter le même taux qu'en 2010? Si cela est, comme en 2010 d'ailleurs, je serai victime de fraude. Bien. Oui ou non, le fait que l'opposition aille à cette présidentielle à rang dispersé est la chronique d'une défaite annoncée? Ce n'est pas une élection à un tour, c'est une élection à 2 tours. Alors, je rebondis sur la question. Oui ou non, s'il y a un coup KO, comme le présage, en tout cas le RPG Arc-en-Ciel, vous n'accepterez pas les résultats? Bien sûr qu'on n'acceptera pas. On n'acceptera pas ces résultats si c'est un coup KO. Ces propos du président Sidia, il disait précisément « Je ne referai plus la même erreur à propos de son alliance en 2010 avec l'UFDG. » Oui ou non, vous apprendrez de ces propos-là? Je n'apprends à aucune école de ce type. Je vous ai dit très clairement que je ne voterai pas personnellement pour le professeur Alpha. Voilà. Mais après le premier tour, la question se posera au sein du parti. Oui ou non, aujourd'hui, aucun candidat ne semble prédisposé à accepter un résultat qui serait celui qui sera en sa défaveur? Il est difficile de parler au nom des autres candidats. Mais pour ne pas trop philosopher sur ça, faisons des élections transparentes. Oui ou non, la Guinée est en train de cheminer vers un scrutin dont les conditions de transparence, d'équité ne sont pas réunies? Oui. Quand le président Alpha Condé dit les anciens premiers ministres, comment vous vous sentez, M. Kouyaté? Je me sens très bien. Ça nous a donné de l'expérience de gestion. Oui ou non,
si on citait les expériences qu'il fallait avoir avant d'être à ce niveau. Il y a le côté main propre, M. Kouyaté, quand il parle de cela. Mais le côté main propre, cherchez maintenant. Tout ça là est compliqué. Pourquoi vous êtes dans ce stade-là? Faisons les bilans. Faisons les enquêtes. Vous allez revenir. Il y a des grands organes. Il y a de très grands. Pardon, tu ne m'arrêteras pas, Gracie. Laisse-moi te dire. Il y a des grands organismes de contrôle financier. Ils n'ont qu'à venir. Je ne parle pas des Donc, autres. Mais ils commencent. C'est un peu du bluff. C'est qui dit le président. 2007 jusqu'à maintenant. C'est du bluff. Où sont partis les combien de milliards là, arrêtés qui ont été saisis à Dakar? 20 milliards. 20 milliards. C'est où? De dollars. C'est où? Vous y croyez franchement que ça a été saisi? Ouais. Mais vous n'y croyez pas? Mais non, mais attendez. Ça m'étonne parce que ça a été dit partout. Il y a eu des communications quand même dessus à la télévision. Absolument. La Banque centrale a apporté un démenti à tout cela. Et puis le journal sénégalais aussi a été amené à apporter un démenti, en tout cas à ces informations, à ces premières informations. Vous savez bien que tout ça là, ce sont des histoires entre États. C'est des arrangements. C'est des arrangements. Bien, ça a été fait. Pourquoi on n'a pas parlé de ça du Sénégal, enfin disons du Sénégal lui-même ou de la Côte d'Ivoire ou des autres pays? Ça a été bien saisi. Allez-y, Madame Diop. Vous semblez désolé par ce qui se passe au sein de l'opposition à un mois de la présidentielle. Croyez-vous qu'il semble possible de rectifier le tir pour mieux ménager la monture de l'opposition? C'est au prix d'un effort qu'il faut entreprendre maintenant. C'est possible? C'est possible, si on a la volonté de le faire. Il ne s'agit pas de venir à une candidature unique parce que ça n'a pas de sens. Il s'agit, n'est-ce pas, de savoir qu'est-ce qui est fondamental. Quelle opposition nous sommes? Oui ou non, le président sortant, le professeur Alpha Condé, a échoué sur toute la ligne lors de ce premier mandat. Oui ou non, il n'y a rien à attendre de lui s'il est réélu? Oui. Voilà. Monsieur le Président, maintenant passer au grand oral, on va le dire comme ça, de cette émission. Vous avez 3 minutes. On nous écoute partout en Guinée, à Kankan. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan sur 99.9. Kindia aussi vous écoute en ce moment, Bokeh, Labé, et aussi à la télévision. Vous allez regarder cette caméra comme si c'était un plateau présidentiel et s'adresser tout simplement au peuple de Guinée. Au peuple de Guinée, je voudrais dire ceci. Il n'y a de fatalité pour aucun peuple de rester dans le sous-développement. Mais seuls arrivent au sommet les peuples qui se battent pour 2 choses. Pour d'abord leurs droits, tout faire pour que les lois soient respectées, mais la deuxième chose, dans la discipline. Cette discipline qui est le corollaire, n'est-ce pas, des exigences de défense des droits. On veut un État moderne. Les Guinéens doivent savoir que chacun de nous est responsable de ce qui se passe. Ne pas critiquer parce qu'on veut critiquer, mais critiquer et en sachant qu'on a sa part de responsabilité. Je l'ai dit quand j'étais aux affaires ici, j'ai dit un véhicule, un taxi ou un chauffeur, un conducteur qui voit la circulation et qui crie au scandale, qui dit c'est mauvais, vous le trouvez parqué quelque part où il ne doit pas être. C'est cette exigence qu'il nous faut soumettre à la religion de notre volonté pour que la Guinée émerge. Les questions qui sont aujourd'hui les plus brûlantes, la question de l'emploi des jeunes. Cette jeunesse, comme le président de la République lui-même l'a reconnu, qui est une bombe à retardement, il l'a dit. Alors il faut la désamorcer. Et ceux qui sont à même de désamorcer, c'est eux. Tout ce qui est fait aujourd'hui comme jamboree, argent donné par-ci, par-là, tout cela aurait servi comme support à l'emploi des jeunes. Je veux dire que vous devez croire en vous si vous voulez croire en l'avenir. Il y a des pays qui ont plus souffert que ça, mais qui se sont relevés par le sens de responsabilité que leurs dirigeants et leurs dirigeants et le peuple ont pu avoir. Nous pouvons l'avoir. C'est une question de volonté. Mais sortons de notre tropicalité. Voyons qu'est-ce qui constitue la base de notre bonheur. On peut être riche seul, mais on ne peut pas être heureux seul. Le bonheur est toujours collectif. Et ce bonheur ne viendra que quand nous nous battrons
pour nous vaincre individuellement et ensuite vaincre les maux qui nous assaillent. 3 questions, Monsieur le Président, et vous me regardez dans les yeux. C'est combien le prix de sac en Guinée-Conakry? Sac de quoi? Sac de riz. Vous dites ça que vous ne savez même pas. Ah ben attendez, langue de bois s'abstenir. C'est combien le sac de riz? C'est le sac de maïs, si c'est le sac de fonio. Le sac de riz, j'ai le sac de riz. Le riz paddy, oui. Riz étuvé, riz cassé, riz brisé. Mais non. Ça, c'est le politique qui parle. J'étais à l'extérieur pour un temps. Ouais. Ça, ce sont des choses qui viendront pendant la campagne. D'accord. Je sais que quand j'étais là, le riz était à 62 000 francs guinéens, le sac de 50 kilos. D'accord. Aujourd'hui, il frôle peut-être les 180 000. Bon. Vous allez me trouver sur... Je dis il frôle. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission. Il y en a 180. C'est pas. Mais je vous le dis, en montant, ça a chuté. Tous les prix ont chuté. Par la politique monétaire responsable que nous avons menée. Le taux de change entre le dollar et le franc guinéen, quand j'arrivais, c'était à 8 000. Bien. Et en 5 mois, c'est descendu à 2500. Ici, 2500, vous l'avez vécu. Il en sait quelque chose. Ouais, allez-y, monsieur le ministre, vous avez certainement le nouveau billet de 20 000 en poche. C'est très joli. Ça vous inspire quoi, le franc CFA? Si je vous dis, je vous assure, je ne l'ai pas vu encore. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé dans cette émission ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je me délecte toujours des débats. Avec plaisir. Malgré tout ce que je dis, mais ça se fait bon enfant. Et continuez, je vous encourage, parce que vous êtes quand même une radio libre. Merci beaucoup. Vous êtes harcelé par moments. Le cas de votre collègue est là. Mais tenez bon, parce que c'est à force de courage qu'on arrive, n'est-ce pas, au meilleur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Espace TV fait sa rentrée en grande pompe. Tel un coup dur, un combat, une campagne. Ça doit être mon karma, jamais apaisé. Salut à tous, Shuriken du groupe IAM, on est sur Espace TV, en Guinée-Conakry. Peace. Et bah je suis de ceux qui chargent. Alors que tu pensais que tout était figé, qu'avec l'amour. C'est un big up à Espace TV à Conakry. Voilà, j'espère qu'on vous verra bientôt sur place. À bientôt, c'est IAM. Merci. De leçon, la fortune comme l'eau. Femme d'affaires, Laido. Salut, c'est Marema avec vous sur Espace TV. Salut Conakry. Les grands magazines, les séries et films inédits, le sport, le divertissement, les grands dossiers prennent quartier sur Espace TV. Espace TV, regardons mieux.